Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous parle d'entreprises alsaciennes qui créent de l'emploi, recréent de l'emploi notamment dans le développement durable. Et ça se passe grâce à Sodiv, une société qui aide au financement des PME alsaciennes qui créent ou recréent de l'emploi et notamment dans le secteur du développement durable sommaire. De la clim écolo, cela pourrait être à l'étude chez Cooltech, entreprise alsacienne parmi les leaders mondiaux de la réfrigération magnétique. Une technologie de pointe encore à l'étude, mais qui pourrait bientôt révolutionner le système de refroidissement. Dans ce magazine, je vous parle aussi de l'actu environnement de la semaine. Près de 500 chauves-souris ont été retrouvées à Strasbourg, la plus grande colonie de chiroptères découverte à ce jour dans la région. Enfin, dans l'élémentaire, je vous dis tout sur le biogaz. Pour démarrer cette émission, nous voici dans une des antennes de Sodiv avec Dominique Schilling, le tout nouveau PDG. Bonjour, alors en quoi consiste Sodiv exactement ? Bonjour. Au départ, Sodiv, c'est la société de diversification des mines de potasse d'Alsace. Donc plutôt le bassin potassique, le sud de l'Alsace. Et depuis quelques années, nous intervenons sur toute la région. Donc le rôle, c'est un soutien financier à la base. Pourquoi ça a été créé ? En fait, les mines de potasse avaient créé Sodiv pour revitaliser le bassin potassique en finançant des projets créateurs d'emplois. Quand la région et la Caisse des dépôts ont pris le contrôle de Sodiv en 2008, ils ont étendu le territoire d'intervention de Sodiv à toute l'Alsace. Et désormais, nous proposons aux petites et moyennes entreprises des prêts participatifs, donc des prêts sans garantie, qui peuvent être considérés comme des fonds propres, qui sont considérés par les banquiers comme des fonds propres. Donc ça vient améliorer la structure financière de l'entreprise et ça lui facilite le financement de ses projets. Alors, quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour soutenir une entreprise ? Alors, on a une approche, même si on n'est pas banquier, on a forcément une approche de viabilité financière. Il faut quand même, c'est un prêt ça se rembourse, il faut quand même que l'entreprise puisse nous rembourser. Mais on a quand même dans notre ADN la dimension emploi, puisque dans notre objet social, on ne peut intervenir que sur des projets qui créent de l'emploi, ou éventuellement dans certains cas, on est intervenu sur des projets qui sauvegardent de l'emploi, quand il y a des reprises d'entreprises en difficulté. Donc forcément, il y a une dimension emploi, qui n'est pas un critère très bancaire. Et puis, il y a également le côté développement local, et développement durable. Vous avez plusieurs entreprises et donc maintenant il y en a de plus en plus qui sont axées sur le développement durable plus particulièrement. Alors nous on fait si vous voulez une quarantaine de prêts par an, donc on engage à peu près, en 2012 on a engagé un peu plus de 4 millions d'euros. Sur ces prêts qui sont faits à des entreprises dans le domaine de l'industrie ou des services, effectivement, il y a entre 25 et 30% des projets qui sont axés développement durable, que ça soit l'économie d'énergie, du photovoltaïque, mais également du traitement des déchets et d'autres projets qui ont une dimension plus sociale. C'est le développement de l'Alsace au final dans toutes ses composantes qui est aidé grâce à vous. On fait uniquement des PME, mais ça va de la toute petite entreprise qui se crée ou la start-up qui se lance à partir de l'université jusqu'à des PME d'une certaine taille qui se développent. Et puis 2008, date où Sodiv est devenu Sodiv Alsace et donc intervient sur tout le territoire régional. On a financé près de 170 projets. Et ça représente 17 millions de fonds injectés dans l'économie locale. Et il y a un autre aspect de notre activité qui tend à se développer, c'est ce qu'on appelle les conventions de revitalisation. Donc là, quand un bassin d'emploi est touché par un plan social d'un groupe important, le groupe en question a obligation de recréer de l'emploi pour remplacer, mettons, ce qui est détruit du fait du plan social. Merci beaucoup. Donc tout de suite, je vais vous proposer de découvrir quelques entreprises qui ont bénéficié de ces fonds. Notamment, on démarre tout de suite par Cooltech. Cette petite bébête qui avale goulûment l'hiver a subi une grosse frayeur en début de semaine. Avec 487 de ses congénères, elle a été brutalement réveillée en pleine hibernation alors que l'arbre centenaire dans lequel elles avaient élu domicile pour l'hiver a été abattu à Strasbourg. Une trentaine de chauves-souris n'a pas survécu. Les autres ont été recueillies dans un centre de sauvegarde de la Ligue pour la protection des oiseaux à Rosenwiller.
pour l'instant, on ne fait que les nourrir et leur donner à boire aussi. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je lui donne à boire de l'eau vitaminée et on les nourrit avec des verres de farine pour les remettre en état avant de pouvoir éventuellement les relâcher. Je crois que celles-ci sont traumatisées, donc elles ont des hématomes sur les ailes principalement. Donc c'est pour ça qu'on les maintient éveillées, pour que le sang circule dans leurs ailes et qu'elles puissent aller disperser le sang qui s'est coagulé. Donc c'est pour ça qu'elles sont maintenues éveillées, sinon elles seraient en hibernation comme les autres. Au-delà du caractère purement écologique de l'affaire, ces chauves-souris, des noctules communes étant une espèce rare et protégée, l'événement est également exceptionnel de par le nombre d'animaux retrouvés. C'est la plus grosse colonie jamais découverte en Alsace. On connaissait des colonies, mais 50, 60 individus. Là, on est à près de 500, 488 individus qui ont été recueillis au centre, sachant qu'au moment de l'abattage, on sait qu'il y a au moins une vingtaine de chauves-souris qui sont partis se réfugier dans les arbres voisins qui ont aussi quelques cavités. C'est une chauve-souris qui n'est pas urbaine. C'est une chauve-souris qui cherche des grandes cavités dans des arbres. En forêt, des vieux arbres, il y en a très peu puisqu'on les exploite, et ces vieux arbres existent essentiellement actuellement en zone urbaine. C'est pour ça qu'on retrouve ces chauves-souris en zone urbaine. La plupart des chauves-souris hibernent à nouveau dans une pièce froide. Les plus solides seront remises en liberté sous peu afin qu'elles retrouvent d'elles-mêmes un abri. Il reste maintenant à savoir si cette malheureuse affaire aurait pu être évitée. Parmi les entreprises avec lesquelles travaille Sodiv, je vous emmène ici découvrir Cooltech. Donc c'est une entreprise de pointe qui travaille sur le refroidissement magnétique. On peut faire en résumant. Concrètement, c'est quoi ce système de refroidissement magnétique? Ça repose sur quoi? Alors le principe de la réfrigération magnétique est un principe connu, mais qui arrive maintenant à une nouvelle dimension dans la mesure où il y a une partie dans la machine qui est intéressante d'exploiter aujourd'hui, c'est l'apport de l'énergie qui vient de la part d'aimants permanents. Donc en fait, le procédé a été utilisé longtemps pour aller chercher les très grands froids, mais c'était à l'époque extrêmement coûteux dans les années 30 jusqu'aux années 80. C'était un procédé utilisé dans les laboratoires, mais extrêmement coûteux, donc pas exploitable dans les usages aujourd'hui que sont les besoins de la chaîne de froid alimentaire, etc. Donc aujourd'hui, nous avons de nouveaux moyens pour exploiter le procédé, qui est en fait simplement l'exploitation du comportement de certains matériaux lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique. Typiquement, un métal, quand vous le posez dans un champ magnétique, il va s'échauffer de quelques degrés. Alors en quoi c'est environnemental par rapport à un refroidissement qui pourrait être, je sais pas, électrique ou autre? Alors c'est là où nous avons des arguments effectivement qui portent énormément dans l'aspect environnemental et durable, dans la mesure où cette machine va réaliser une conversion thermique et un apport d'énergie thermique. Donc produire du froid, c'est quelque part retirer du chaud, tout simplement par l'échauffement de métaux dans un système, dans un champ magnétique, donc sans apport, sans utiliser des gaz réfrigérants. Aujourd'hui, 99% de l'industrie du froid est réalisée par de la compression de gaz réfrigérants, qui sont, comme on le sait, des gaz, la plupart, nocifs, des gaz fluorés, qui détruisent la couche d'ozone. Donc notre machine n'a plus aucun gaz, donc on ne parle que d'échanges thermiques entre des métaux qui s'échauffent dans des systèmes magnétiques et des liquides qui servent simplement de caloporteurs. Donc là, on a un prototype en fait de ce type de machine. C'est une image de ce que peut devenir le prototype que nous sommes en train de construire. Donc c'est comme une pompe à chaleur qui produit du chaud d'un côté, du froid de l'autre. Et donc on va pouvoir exploiter, comme votre réfrigérateur a une grille d'expulsion de la partie chaude à l'extérieur et une production de froid à l'intérieur de la chambre. C'est une machine qui consomme très peu d'énergie puisque
La partie magnétique, ce sont des aimants permanents qui sont définitifs. Et la partie consommation d'énergie ne provient que de la nécessité de faire tourner le système. Pour le moment, donc vous travaillez donc principalement déjà au développement, sur la recherche, sur des technologies de pointe. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça sur tout type de réfrigération? Ça peut s'appliquer à tout? On pourrait appliquer ce système à tous les environnements où on a besoin de réfrigération. Aujourd'hui, évidemment, on n'en est pas à la mesure de pouvoir être compétitif par rapport à la compression de froid qui est réalisée dans un réfrigérateur domestique. Par contre, on va rentrer dans des marchés dès l'année prochaine, des marchés qui sont industriels, avec un objectif de marché professionnel vers la réfrigération commerciale, par exemple, les réfrigérateurs, les congélateurs présentoirs dans les grandes surfaces. Ça, c'est vraiment notre premier domaine de prédilection parce que là, il y a des enjeux énergétiques. Nos clients vont bénéficier d'économies d'énergie entre 30 et 50% de ce qu'ils consomment actuellement avec des compresseurs classiques. Et on intéresse fortement aujourd'hui, par exemple, le domaine de la voiture électrique, qui a un véritable souci d'autonomie et de poids de batterie. La plupart des voitures électriques aujourd'hui ont fait l'impasse, c'est-à-dire ont une climatisation ou un système de chauffage qui est extrêmement rudimentaire et qui est très très pénalisant dans l'autonomie, puisque ce sont des systèmes qui consomment beaucoup d'énergie. Merci beaucoup pour vos explications. Je vous en prie. Tout de suite, l'élémentaire de la semaine et on se retrouve dans un très court instant. Pour préparer du bon biogaz, prenez un estomac digesteur, faites-lui avaler un peu d'eau usée, de déchets alimentaires ou agricoles, de déjections animales, voire de certaines ordures ménagères. Bref, de la matière organique, mélangez tout. Laissez l'estomac digérer un moment à une température de 30 à 40 degrés. Grâce à une série de bactéries, enzymes et acides et à l'absence d'oxygène, se déroule un processus biologique tout à fait naturel dit de méthanisation. En gros, de la fermentation suite à la décomposition de cette matière organique. Processus qui produit un gaz. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Oui, c'est facile. Sauf que dans ce cas, le gaz du méthane est récupéré pour produire de l'énergie 100% renouvelable même, dit du biogaz, avec un double effet, produire de l'énergie verte tout en réduisant les déchets. Le biogaz est aujourd'hui utilisé comme carburant dans certains bus, mais aussi pour produire simultanément de la chaleur et de l'électricité élémentaire. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'hebdo du DD. Salut!